DGP, on s'est réjouis, parce que c'est le gouvernement qui pouvait organiser. Mais nous sommes aussi membres de la société civile, nous sommes aussi le gouvernement, et le président de la République est ici représenté. Donc c'est la nation tout entière qui célèbre aujourd'hui le plus grand événement qui se fait dans la République, c'est-à-dire la commémoration du 14e anniversaire de la Constitution. Je vous remercie. Députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le procureur général près la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près le Conseil d'État, ici représenté, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. C'est une grande journée que nous célébrons aujourd'hui, la journée de la Constitution du 18 février 2006. Cela fait déjà, jour pour jour, 14 ans que nous vivons sous le régime de cette Constitution. Notre combat pour la conquérir et la maintenir en l'état a été de tous les instants et de tous les sacrifices. Gloire et honneur en soient rendus au peuple congolais qui n'a ménagé aucun effort afin qu'il en soit ainsi. Et que 14 ans après sa promulgation, nous en soyons aujourd'hui à en saluer les bienfaits pour l'État, la République et la nation. Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu que je le représente à cette commémoration de haut niveau scientifique, je suis heureux d'être parmi vous, hommes et femmes de droit, constitutionnalistes de toute tendance, professeurs d'université, chercheurs, étudiants, citoyens ordinaires, tous venus nous rappeler combien cette journée est importante et combien sont importants pour nous et pour les générations à venir les symboles que représente cette Constitution, aussi bien que les valeurs qui nous permettent de nous projeter dans le temps et l'espace en tant que peuple et nation. Le thème de cette conférence académique, à savoir la Constitution du 18 février 2006 et l'alternance démocratique en République démocratique du Congo, est déjà en lui-même une précieuse indication. Distingués invités, parmi les plus puissants de ces symboles, je salue notre Constitution comme modèle de consensus. Cette tradition issue du fond des âges et qui constitue notre identité, les fondements de notre modèle politique et social. Je la célèbre comme ambition et projet pour notre avenir, réaffirmé à travers certains exposés de cette séance académique, notamment pour souligner notre engagement pour l'intégration de la personne vivant avec handicap, les défis qui nous attendent sur le chemin de la consolidation de l'alternance, les rôles de l'opposition politique, les rôles et la place du président de la République et du peuple, enfin les valeurs intangibles qui font la spécificité de notre Constitution. Après ces années de dictature et d'intolérance, de rébellion et de guerre civile comme moyen de conquête du pouvoir, il nous a fallu rechercher et dégager un consensus global autour de ces valeurs appelées à fonder notre mode de gestion de la cité ainsi que les modalités d'accession au pouvoir de l'État. Ce fut le principal miracle du dialogue intercongolais de Sun City. Dans la foulée, le référendum constitutionnel de 2005 nous a permis de réaliser les choix forts sur les valeurs qui fondent notre modèle démocratique, notamment les élections libres, démocratiques et transparentes comme voie d'accession au pouvoir, la redevabilité comme principe de gestion, la limitation des mandats en termes de nombre et de durée pour ce qui concerne le président de la République, le rejet de la dictature sous toutes ses formes,
allant jusqu'à ériger toute tentative de révision des dispositions intangibles en crime de haute trahison. Enfin, la libre administration de province. Distingués invités, la célébration de la Constitution du 18 février 2006 ne nous offre pas seulement l'occasion de mettre en exergue ces valeurs qui portent notre modèle démocratique, elle nous permet aussi et surtout de renouveler notre serment républicain, de souligner notre engagement à la défendre individuellement et collectivement. Dans cette quête de notre modèle démocratique, nombreux ont été les sacrifices consentis par notre peuple, des morts et des blessés graves, des arrestations arbitraires, des tortures et des traitements inhumains et dégradants à même de constituer des crimes contre l'humanité ont jonché notre route pour nous rappeler à cette obligation historique. Plus jamais cela dans notre pays. Raison pour laquelle cette commémoration est l'occasion de mesurer l'importance des élections historiques de décembre 2018 qui ont abouti à l'alternance pacifique et civilisée du pouvoir dont nous avons célébré l'an 1 le 24 janvier 2020. Notre devoir est d'en faire une tradition pour consolider notre démocratie. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je salue l'organisation de cette conférence commémorative par l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en cycle, IDGPA, et je vous remercie pour votre attention. Aux intervenants, je vais donner la parole donc au premier intervenant, qui est le professeur Ngoma Binda. Je n'ai pas reçu sa fiche, je ne peux pas donc vous le présenter, mais il va parler, il va aborder la thématique suivante. Article 220, une réflexion sur les vagues à l'université de Kinshasa. Professeur, vous avez la parole. Pour la parole, je peux quand même, comme mon prédécesseur l'a fait, juste donner deux mots par rapport à ce que je suis. Je suis maître Irène Essa-Modiat, je suis avocate de carrière et actuellement ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres groupes vulnérables au sein du gouvernement central. Comme l'a dit le modérateur tout à l'heure, mon exposé est sur le droit des femmes et des personnes handicapées dans la Constitution du 18 février 2006, avant et après l'alternance esquisse de la mise en œuvre des engagements internationaux, régionaux et nationaux. Lorsque j'ai eu à recevoir ces thèmes, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'allais dire, surtout qu'il s'agissait de parler devant un auditoire composé des éminents professeurs, des connaisseurs et de tous ceux qui ont les différentes théories en matière de constitution, en matière de droit. Qu'est-ce que j'allais leur dire? Et personnellement, je me suis dit, parler des droits de la femme, des droits des personnes handicapées par rapport à la Constitution, c'est parler de la reconnaissance et de la promotion des droits à la différence. Parce que c'est pour cette reconnaissance et cette promotion que sont nés le mouvement tel que le mouvement des femmes, les mouvements des personnes qui se sentaient marginalisées ou qui se sentent encore marginalisées, dont les personnes vulnérables, pour qu'on leur reconnaisse leur statut d'homme pourvu de droits et des obligations dans la société. En ce qui concerne la RDC, il y a beaucoup d'engagements internationaux, régionaux. Je me réserve de parler tout à l'heure des engagements nationaux. Je voudrais m'appesantir sur les engagements internationaux et régionaux d'abord, qui ont inspiré les articles sur les droits de la femme et les droits des personnes vivant avec handicap dans la Constitution. Et pour ce faire, j'ai prévu de vous parler, en dehors de l'introduction et de la conclusion, des 3 grands points. Le premier, ce sera un bref aperçu sur le combat
pour les droits de la femme et des personnes handicapées en RDC. Le deuxième, c'est les engagements internationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes et des personnes handicapées dans la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Et enfin, il y aura une analyse critique de la situation avant et après l'alternance. Parlant, comme je l'ai dit, il s'agit ici de mettre un accent particulier sur comment notre Constitution a reconnu le droit à la différence pour ces deux catégories, les droits de la femme, les droits des personnes handicapées. Il y a une différence que nous connaissons tous lorsqu'on parle de femmes et des hommes. Depuis l'école primaire, on nous a toujours parlé du genre féminin et du genre masculin. Je pense que rien n'est à dire à ces points-là. On a déjà l'idée, biologiquement, nous sommes différents. Parlant des personnes handicapées, c'est pas une catégorie, une forme. Les personnes handicapées constituent de plusieurs catégories par rapport à la déficience qui les affecte. Alors, il est très difficile de parler des droits des personnes handicapées de manière uniforme pour dire il y a telle ligne de conduite à suivre. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de scientifiques qui ont essayé de voir comment donner un sens à ce qu'il faut appeler le droit des personnes handicapées en tenant compte de la diversité qui les caractérise par rapport à leurs besoins, par rapport aux déficiences qui les caractérisent. Et finalement, nous avons eu la Convention internationale des droits des personnes handicapées qui essaye de donner quelques principes qui orientent la conception de ces droits. Mais d'une manière générale, j'aimerais que lorsque nous parlons de droits des personnes handicapées, que nous disions il s'agit ici pas des avantages, pas de privilèges qu'on voudrait donner à une catégorie spéciale d'hommes, mais il s'agit pour l'État de mettre en place certaines normes qui vont permettre à ces personnes de jouer leur rôle normatif dans la société. Voilà s'il faut parler de droits des personnes handicapées, comment nous devons concevoir ces droits. Et s'il faut rentrer maintenant dans le cadre de notre exposé, le deuxième point, c'était les engagements internationaux et régionaux. En ce qui concerne les engagements internationaux, je voudrais d'abord commencer par dire parler des approches de mise en œuvre. Parce que intégrer ces instruments juridiques internationaux ou régionaux dans la Constitution, c'est aller tout droit vers leur mise en œuvre. Et parlant de la mise en œuvre, il y a deux approches. Il y a des instruments juridiques internationaux ou régionaux qui vous donnent déjà des orientations sur comment, lorsque l'État le ratifie, comment il va procéder pour leur mise en œuvre. C'est comme ça que vous allez voir, par exemple, les cas de CEDEF, c'est Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme. Là, on vous dit, par exemple, il faut intégrer les dispositions de cette convention dans les politiques, dans les lois, dans les programmes, stratégies de l'État, etc. Mais il y a d'autres instruments tels que la résolution 1325 qui vous dit, au-delà d'intégrer, vous devez avoir une méthode spécifique de sa mise en œuvre. Et cette méthode-là, c'est d'élaborer des plans d'action thématiques par rapport à cet instrument juridique international. Alors, j'ai prévu ici de vous citer quelques instruments qui ont inspiré notre Constitution. Nous avons par exemple la Convention internationale sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard de la femme, qui a été ratifiée par notre pays depuis 1985 et qui, par rapport aux points essentiels à retenir, ici on met en exergue les questions des disparités hommes-femmes dans tous les domaines. Et d'autres personnes parlant de cette convention disent qu'il s'agit là de la Bible pour le droit de la femme, parce que c'est là-dedans qu'on peut puiser tout ce qui a trait à la lutte contre la discrimination et les disparités. Il y a par exemple le plan d'action de Beijing. Aujourd'hui, nous allons fêter cette année
je crois, le 25e ou 35e anniversaire de ce plan d'action. Et c'est un instrument juridique international qui a beaucoup inspiré notre pays parce que l'essentiel à retenir de cet instrument, c'est que ça donne une certaine programmation d'action. On parle des 12 axes de Beijing et il y a des États qui se sont inspirés de ces 12 axes de Beijing pour maintenant mettre en place des programmes, des stratégies, etc. en rapport avec le droit de la femme. Parlant de la personne handicapée, je voudrais ici revenir sur la Convention internationale des droits des personnes handicapées, qui est un instrument juridique international qui essaie de mettre tout le monde ensemble sur la compréhension de la définition à accorder aux droits des personnes handicapées, parce que dans les temps, c'était très difficile. Il y avait des États qui prenaient des dispositions par rapport à la promotion des droits des personnes handicapées sans pouvoir avoir un soubassement sur lequel se pencher. Et au niveau régional, j'ai prévu de vous parler un peu sur le protocole de Maputo qui met en exergue en ce qui concerne la femme, la question de droit aux avortements médicalisés, et en ce qui concerne les personnes handicapées, la charte africaine qui a conduit à l'adoption de ces protocoles de Maputo a appelé à la mise en place d'un instrument juridique africain qui va aussi orienter la manière de concevoir les droits des personnes handicapées. Et ça nous a amené à ce qu'on a appelé aujourd'hui les protocoles à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées, qui a été adopté depuis l'année 2018 et qui est maintenant ouvert aux ratifications par les États. Alors, au regard de tout cela, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la constitution de notre pays par rapport à tous ces instruments juridiques dont je parlais tout à l'heure? En ce qui concerne les droits de la femme d'abord, la constitution de 2006, telle que révisée à ce jour, prévoit dans son exposé des motifs une innovation très très importante qui est la parité homme-femme. La manière de gérer l'État aujourd'hui dans notre pays a connu une certaine révolution. La parité homme-femme devient un principe de gestion de la chose publique. Et quand vous allez dans les articles 11 jusqu'à 15 de cette même Constitution, il y a des principes tels que égalité devant la loi, non-discrimination et parité, etc. Donc ici, il faut reconnaître que notre Constitution a beaucoup évolué théoriquement par rapport à cette question de reconnaissance des droits de la femme, mais il ne faut pas croire que c'est venu du ciel comme ça. C'est une inspiration parce que quand vous lisez dans ces différents instruments juridiques internationaux et régionaux dont je vous ai parlé, un accent particulier est mis sur la question de la reconnaissance et de la promotion des droits de la femme. Parlons des personnes handicapées. L'article 11, l'article 12 et l'article 13 de notre Constitution mettent un accent particulier sur l'égalité de tous devant la loi et les autres questions de droits fondamentaux. Et là, on retrouve aussi la personne handicapée en tant qu'être humain, être reconnue dans ses prérogatives comme faisant partie de la société congolaise. Alors, il y a l'article 49 qui est un article très très essentiel pour les personnes handicapées. Et je dirais de la même manière que l'article 14 l'est pour les femmes en ce qui concerne la parité homme-femme, l'article 49 de la Constitution l'est aussi pour les personnes handicapées parce que c'est là qu'on trouve pour la toute première fois la reconnaissance des droits à la participation à la chose publique et également à la participation politique pour les personnes handicapées. Et cet article ne se limite pas seulement à ce niveau. L'article appelle le Parlement à voter une loi organique qui devra fixer les modalités de mise en œuvre de cette participation. C'est une innovation très très importante pour les personnes handicapées et qui a même inspiré d'autres pays et les gens ont cherché à savoir
comment la RDC va s'y prendre dans la mise en œuvre. Et ça m'amène directement à l'analyse critique de la situation avant et après l'alternance. Parlant de la situation avant l'alternance, j'ai pris la période de 2006 à 2018. Pendant cette période, plusieurs avancées théoriques ont eu lieu dans notre pays en ce qui concerne les droits de la femme et les droits des personnes handicapées. Je vous ai déjà parlé des articles constitutionnels qui ont mis en exergue le droit de ces personnes et c'était en rapport avec la promotion du droit à la différence. Il y a eu prise en compte dans certaines lois politiques et programmes gouvernementaux des dispositions de cette Constitution. Et là, je voudrais ici épingler la loi de mise en œuvre de la parité, qui est une mesure d'application de l'article 14 de la Constitution. Et nous avons la loi telle que la loi portant protection de l'enfant, qui met aussi en exergue la situation de l'enfant handicapé. Nous avons la loi par rapport à la protection des personnes atteintes de VIH-Sida, qui essaie de mettre en exergue la question des droits de la femme. Tout ça, ce sont des mesures d'application de notre Constitution. C'est pourquoi, et ça a été voté pendant la période avant l'alternance, c'est pourquoi j'ai voulu épingler cela. Et il y a aussi certaines politiques nationales telles que la politique nationale du genre, le code de la famille qui a été révisé pour voir comment mettre en phase les dispositions, le code de famille lui-même et les dispositions de la Constitution qui ne veut pas à ce qu'il y ait discrimination entre les hommes et les femmes. Et c'est comme ça que vous allez voir que le nouveau code de la famille a élagué la question de l'incapacité juridique de la femme. Nous avons les lois organiques des institutions d'appui à la démocratie où on a trouvé que spécifiquement on a parlé de la représentation de femmes et de personnes handicapées à un taux de plus ou moins 30%. Ça, c'était des choses favorables qu'on peut noter pendant cette période. Mais seulement, j'aimerais dire qu'il y a eu plus des avancées au niveau théorique qu'au niveau pratique. Et en deuxième lieu, nous avons aussi relevé qu'il y avait pendant cette période une très très faible volonté politique pour les actions de terrain. Aucune mesure incitative presque n'a été prise pour la promotion du genre et de la représentation des femmes, ainsi que la représentation des personnes vivant avec handicap. Pendant la période d'avant l'alternance, on n'a pas pu aller au-delà des 13% des femmes dans les institutions de la République, alors que nous disions que nous avions beaucoup avancé sur le plan théorique. Et en ce qui concerne les personnes handicapées, il n'y a même pas eu à atteindre même 2% des représentations des personnes handicapées dans les institutions, alors qu'on s'est dit, avec l'article 49, c'était vraiment une grande innovation. Cette période n'a été qu'une période théorique. Toutefois, il y a eu quelques actions fortes de lutte contre les violences sexuelles, notamment avec les arrestations et condamnations de certains officiers supérieurs de l'armée. Que dire de la période après l'alternance? Et cette période-là, je la situe à partir de 2019 jusqu'à ces jours. Pendant cette période, nous notons ceci, il y a une très forte volonté politique au niveau du leadership politique national par rapport à la promotion du genre et la représentativité des personnes handicapées dans les institutions politiques du pays. Il vous souviendra le rejet de plusieurs fois des listes de candidatures au gouvernement central par notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour non prise en compte du genre, de la représentation des jeunes et des personnes handicapées. C'est une première pour la République démocratique du Congo et ça a inspiré beaucoup d'autres pays qui se sont posé la question de savoir
Comment se fait-il qu'aujourd'hui, le président Félix, à peine arrivé, il retarde, alors qu'il y a eu beaucoup de critiques, la mise en place de son gouvernement, tout simplement parce qu'il veut répondre aux dispositions constitutionnelles en rapport avec le genre, la participation des jeunes et des personnes handicapées. Nous avons trouvé aussi que pendant cette période, il y a eu alignement de la proposition de loi organique sur l'agenda de l'Assemblée nationale pour analyse et adoption. Il s'agit de la loi concernant la participation, la promotion et la protection des personnes handicapées. Cette loi est une demande de l'article 49 de la Constitution. C'est l'article 49 qui exige à ce que le Parlement prenne vote une loi organique pour fixer les modalités pratiques de la participation des personnes handicapées dans les institutions et de la protection de leurs droits. Et malheureusement, depuis 2008, la société civile, à travers les organisations des personnes handicapées, avait élaboré une proposition de loi qui a été endossée en son temps par la sénatrice Eve Bazaïba, qui l'a fait passer au Sénat, puis à l'Assemblée nationale. Mais comprenez que depuis 2008 jusqu'à ces jours, on traîne les pas, on traînait les pas, parce que les travaux, on n'avait pas d'issue. Mais aujourd'hui, à cause du leadership politique national, par rapport à ce qu'il a donné comme impulsion au niveau du gouvernement, sans que la société civile ou les organisations des personnes handicapées aient fourni beaucoup d'efforts au Parlement, le Parlement a compris qu'il est temps de respecter la Constitution et d'aligner cette proposition de loi sur son agenda pour qu'elle soit débattue pendant cette législature. Et ça, nous remercions Madame la Présidente, l'honorable Janine Mabunda, qui l'a fait, et aujourd'hui la loi sera examinée à cette session de mars. Et je voudrais ici demander aux différents acteurs, parce que là, même le chef de l'État nous a demandé au niveau du gouvernement de pouvoir suivre de très près l'examen de cette loi au Parlement. Et moi, je voudrais demander aussi aux différents acteurs de nous accompagner par leur plaidoyer au niveau du Parlement pour que cette loi soit adoptée. Nous ne voulons pas d'une loi vide de contenu, mais nous voulons que ce soit une loi qui va réellement donner des mesures pratiques de comment les personnes handicapées vont se retrouver. Il ne faut pas seulement que nous puissions attendre l'avènement d'un leadership qui comprend les choses, mais il faut que ce soit des principes qui soient acceptés et reconnus dans notre État, quel que soit le président qui viendra, qu'on se dise il y aura respect, il y aura participation effective des personnes handicapées vivant avec handicap. Parce que nous sommes conscients qu'en prônant le genre et la parité, il faut aussi des mesures d'accompagnement. C'est comme ça que ces mesures sont prises en compte au niveau de la gratuité de l'enseignement. Alors ici aussi, je note l'interpellation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des gouverneurs de province, lors du séminaire de formation en avril 2019 pour la promotion du genre et la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans la mise en place des institutions provinciales et locales. Donc vous comprenez que le chef de l'État n'est pas en train de faire des discours en l'air. Lui-même a pris des initiatives. Il a rejeté plus de 2 fois la liste des candidatures au niveau du gouvernement central, mais il est allé jusqu'à interpeller au niveau provincial pour que nous puissions avoir une bonne représentation des femmes et aussi des personnes handicapées dans les institutions, bien que cela tarde à venir, mais nous pensons que le fait déjà de les interpeller, ça montre sa volonté politique affichée. Alors, que dire en conclusion? En conclusion, je voudrais dire ceci. En dépit des faiblesses et forces qu'on peut relever par rapport à notre Constitution, la Constitution est un support de plaidoyer important pour les femmes dans la lutte pour les avancées en ce qui concerne le genre et les droits des personnes handicapées.
Et il y a nécessité, effectivement, et je suis d'accord avec le prof Ngoma lorsqu'il a parlé de réviser la Constitution, mais nous disons revoir ici, par rapport à notre exposé, c'est pour permettre à ce qu'il y ait plus de pragmatisme dans les articles sur le genre et les droits des personnes handicapées. Parce que la manière dont ces articles sont formulés, parfois ça pose problème lorsqu'il faut les traduire en actes. Parce que lorsqu'on vous dit parité, et quand vous voulez aller dans la loi de mise en œuvre de la parité, vous dites maintenant on voit parité palier par palier, on vous dit non, l'article nous dit qu'il faut parité pointrée, donc on doit aller 50-50, alors qu'on est sans ignorer qu'il faut des mesures d'accompagnement pour aller vers cette parité. Nous voulons, s'il faut réviser, c'est pour arriver par exemple à donner, à rendre pragmatique ces genres d'articles. Et il y a aussi nécessité, là je sors de la Constitution, de sa révision, mais dans la mise en œuvre de cette Constitution, il y a toujours nécessité d'avoir un leadership politique exemplaire comme nous l'avons actuellement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les tons, qui a donné une inspiration pour dire rien n'est impossible. Si on veut, on peut. Si on veut avoir plus de femmes, on peut les avoir. Et si on veut avoir des personnes handicapées dans la gestion, il y a toujours moyen. Je pense que nous avons encore besoin d'avoir un tel leadership politique au niveau national, mais aussi au niveau les plus bas. Parce que si on a ça au niveau central, je crois que le problème ne sera pas résolu. Il faudra que les autres aussi suivent cet exemplaire. Et ce leadership politique doit être engagé et être pragmatique. Pas prôner des choses théoriquement et s'arrêter lorsqu'il faut aller dans le concret. Voilà ce que j'avais prévu de partager avec vous. Je vous remercie. Et nous restons avec les professeurs, nous restons avec la société civile. Donc, Excellence, Monsieur le ministre et le Président de la République, je voudrais une fois de plus vous dire merci et vous transmettre nos remerciements au Président de la République de vous avoir délégué. Effectivement, vos oreilles restent dans la salle et nous savons que vous allez suivre les débats jusqu'à la fin. Merci. On peut donc libérer Son Excellence, Monsieur le ministre. Merci aux représentants du Président de la République. Mesdames et messieurs, je crois que je serai court après tous les exposés qu'on a entendus. Je vais vous parler très brièvement de la Constitution du 18 février 2006, le peuple et le Président de la République. Je me réjouis d'autant plus que le représentant personnel du Président de la République a pris congé, mais je crois qu'il va suivre. Mais cela ne nous libère pas de la charge de parler et du peuple et du Président de la République. J'espère d'abord que mon institut, chacun vient de recevoir ce que nous pouvions faire de mieux pour vous en cette journée, c'est vous offrir une copie de la Constitution. C'était un problème que d'aller parfois à l'intérieur du pays, dans toute une assemblée provinciale, on vous dit qu'on n'a pas de constitution de la République. Et contrairement à ce que le prophète Sambo a dit, cette constitution n'est pas encore suffisamment vulgarisée. Évidemment, nous avons eu le temps, il y a que dans le passé, d'aller dans certaines provinces, de produire plusieurs milliers d'exemplaires, mais ce n'est pas encore vulgarisé. Et l'objectif, le projet, c'était en réalité de traduire également la constitution dans nos langues nationales. Parce que notre peuple ne parle pas le français dans sa globalité. Et même la langue, et c'est là l'un des aspects pour moi de la révision future de la Constitution, c'est comment est-ce qu'on peut mettre dans la Constitution, donner un statut privilégié à une langue étrangère en mettant sur un niveau bas les langues nationales. Le français est la langue officielle et les langues nationales sont les Tsholuba. Comment est-ce qu'on peut, plus de 50 ans après l'indépendance, favoriser, donner un statut supérieur à la langue de la colonisation comparativement à nos propres langues nationales? Je crois qu'il y a là un problème. Donc je suis heureux que finalement nous soyons en mesure de donner ce texte de la Constitution. Et
Je suis heureux, en commençant, de réitérer mes remerciements pour la présence nombreuse dans la salle. Je sais que garder des personnalités de votre rang jusqu'à 7 heures dans la salle, alors que vous avez des emplois de temps particulièrement chargés, cela dénote en réalité de l'intérêt que vous avez pour nos activités et aussi l'intérêt que vous avez pour la Constitution de la République. Comme je l'ai dit au début, nous ne sommes pas ici pour célébrer un homme ou un individu. Nous sommes ici pour célébrer la Constitution qui fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions. Faut-il célébrer la Constitution du 8 février 2006? Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre du temps chaque année, le 18 février, de célébrer ce texte? Y a-t-il à célébrer? Deuxièmement, quelle est la place du peuple? Et on parle du peuple d'abord. On l'entend souvent dans les discours du président de la République, et même le gouvernement a endossé le pas. Le peuple d'abord, quelle est la place du peuple dans la Constitution? Et le président de la République, quel est son rôle dans la Constitution? Voilà, je vais essayer de répondre à cette série de questions. D'abord, faut-il célébrer la Constitution? Mais notre réponse est positive. C'est pourquoi nous le faisons chaque année. Il faut célébrer la Constitution parce que sans elle, il n'y aurait pas de République démocratique du Congo. C'est cette Constitution qui fait la République ou qui fonde la République. Et surtout, si vous voyez même déjà là, son article 1er, la RDC dans ses frontières au 30 juin, un état de droit, ceci, cela, c'est la Constitution qui le dit. Nous avons donc toutes les raisons de célébrer cette Constitution. Et peu importe, au niveau de l'Institut, c'est qu'il neige ou qu'il pleuve, cette Constitution, sans être idéale, sera célébrée. Il faut célébrer cette Constitution, c'est elle qui confère les devoirs. Et Madame la ministre y est revenue. Les droits de la femme, la gratuité de l'éducation, l'enseignement libre et plusieurs autres droits, ils se trouvent dans cette Constitution. Récemment, nous avions un débat assez compliqué, mais pas très compliqué. C'est être dans un débat à l'Université de New York et dire aux Américains, en les regardant dans les yeux, qu'ils vous prouvent en quoi la Constitution des États-Unis est meilleure que la Constitution sud-africaine et la Constitution congolaise. À partir des 4 articles de la Constitution américaine, parce que très souvent, nos étudiants et nous-mêmes, nous avons souvent loué la Constitution américaine. C'est le modèle. Mais est-ce qu'on peut nous prouver que cette Constitution américaine, ses articles et ses amendements, moins d'une trentaine, sont meilleurs que les constitutions des pays comme l'Afrique du Sud ou que notre propre Constitution? Et c'est pourquoi nous maintenons encore le point de vue que, tout en étant une œuvre humaine, notre Constitution est la meilleure que notre peuple s'est offert depuis l'indépendance. Et c'est pourquoi nous célébrons. Il n'y a pas meilleur texte constitutionnel depuis que ce pays est indépendant, malgré ses défauts. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de constitution parfaite, c'est pourquoi on l'amende. Et cette constitution n'a pas de complexe vis-à-vis de la constitution américaine ou de tout autre pays. Ça, c'est une chose à dire. Deuxième chose, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ceux qui disent que cette constitution manque d'identité. Ce n'est pas possible. Cette constitution a son identité en partant de ses sources. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ceux qui épousent le débat, à mon avis, externe, qui tend à minimiser la Constitution de la République comme manquant d'identité. Elle a son identité. Et son identité, vous la trouverez dans le préambule. Notre préambule, ce n'est pas le préambule de la Constitution belge ou américaine. Vous trouverez ça dans l'exposé des motifs. Vous allez trouver l'identité de notre Constitution. Et même dans l'organisation et le fonctionnement des institutions publiques, notre Constitution a une originalité. Ce n'est pas la Constitution belge, comme on le voit souvent sur les nets et dans plusieurs milieux. Je ne suis pas sûr que le professeur Delperret, l'un des meilleurs constitutionnalistes belges, puisse dire que notre Constitution soit la petite sœur de la Constitution belge. Je ne suis pas certain que si Maurice Duverger revenait aujourd'hui, il dirait que la Constitution congolaise du 18 février 2006 est la petite sœur de la Constitution française de 1958. Loin de là.
notre Constitution a son originalité que l'on trouve dans les différentes dispositions. Et je crois que le professeur Ngoma Binda et plusieurs intervenants sont revenus. L'article 226, le 220, c'est différent. Les droits des personnes avec handicap, c'est différent. Vous ne les trouverez même pas dans la Constitution belge. Madame la ministre, je vous félicite d'avoir abordé ce sujet. En réalité, vous êtes une dame victorieuse. Vous avez remporté 2 combats. Ce n'est pas seulement le combat physique. Et quand vous exprimez, on sent comment on est sur le même pied d'égalité. Les personnes avec handicap ne sont en rien inférieures aux autres. Donc vous avez remporté non seulement l'handicap, vaincu l'handicap physique, mais aussi l'handicap comme femme. Je ne vais pas vous surprendre. Le discours sur l'égalité des femmes, hommes et femmes, il ne vient pas de chez nous. Dans un arrêt de la Cour suprême des États-Unis, rendu au siècle dernier, la Cour suprême des États-Unis avait tranché dans l'affaire Myra Bradwell. Myra Bradwell, c'était une femme du même état actuellement que Barack Obama. Il a fini, il est diplômé en droit. Et Myra Bradwell est allée demander à être avocate aux États-Unis d'Amérique, dans l'état de l'Illinois. Vous savez ce qui s'est passé il y a un siècle? La Cour suprême des États-Unis avait tranché que la femme était bonne pour la cuisine. Et ça, ce n'est pas en Afrique, s'il vous plaît, parce que très souvent, on tend à dire des choses. C'est l'affaire Myra Bradwell. La Cour suprême des États-Unis avait tranché que la femme, son comportement, son caractère ne lui permettait pas d'être avocate. Et vous êtes avocate, Madame la ministre. Donc on vient de très loin. Donc cette constitution a son identité. Cette constitution mérite d'être célébrée même du point de vue des droits. Je ne veux pas aller dans les différentes dispositions, mais je sais au moins que chacun ayant reçu une constitution, chacun va essayer de la lire et de l'interpréter. Et là également, mon institut se réjouit. Je pense pas que beaucoup de juristes puissent nous envier. Parce que l'essentiel pour nous, c'est de porter le débat sur la Constitution aux masses de notre peuple. La Constitution, ce n'est pas une affaire de juristes, de constitutionnalistes seuls. Même quand nous débattons entre nous, même quand nous ne sommes pas d'accord, nous admettons que la Constitution, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que c'est l'affaire du peuple congolais. Évidemment, il y a des spécialistes. Et ce débat-là a été porté plus haut. Il suffit que le président Félix Tshisekedi tousse aujourd'hui pour qu'on entende des bruits selon lesquels il a violé la Constitution en toussant. Donc c'est une Constitution importante qui est l'émanation de notre peuple, le peuple. Et vous, lorsque vous voyez le préambule, il y a beaucoup de conclusions à tirer. La conclusion commence comment? Et je suis heureux que le ministre, le président, est parti parce que lui aussi a fait l'objet de critiques. Parce que le ministre, finalement, et ce n'était pas sa faute, c'était une décision du Conseil des ministres, et le président de la République, Félix Tshisekedi, a compris que l'auteur de l'alternance, l'agent principal de l'alternance, ce n'est pas lui, ce n'est pas l'ancien dirigeant, mais c'est d'abord le peuple congolais, nous, peuple congolais. Et le ministre avait été mal interprété, mal compris dans le temps. Donc l'auteur de l'alternance que nous célébrons aujourd'hui, c'est le peuple congolais. C'est pourquoi la Constitution commence par des mots simples. Nous, peuple congolais, dans le préambule, nous, unis dans notre diversité, unis par le sort, c'est nous qui sommes l'auteur de cette Constitution. Ce ne sont pas les Belges, ce ne sont pas les Français ou ce ne sont pas les Britanniques. Donc cette Constitution est l'œuvre du peuple, quelle que soit son imperfection. Évidemment, on l'a dit, il n'y a pas de Constitution parfaite. Et à travers cette Constitution, qui s'exprime? Ce n'est pas un individu, c'est nous, peuple congolais, qui nous exprimons. C'est nous qui avons consigné tous ces droits dans la Constitution. C'est nous qui avons dit que la personne avec handicap a des droits. Effectivement, il faudra aller plus loin dans les mesures pratiques. On voit dans d'autres pays, Madame la ministre, avant de monter, il faut que le local soit bien, il faut qu'il y ait une place pour les personnes avec handicap.
Vous allez à l'immeuble intelligent, il n'avait pas songé aux personnes avec handicap. Mais il faut que la ministre soit à mesure d'entrer jusqu'à l'immeuble. Parce qu'il y a des facilités accordées. Et même dans les enseignements à l'école, les malentendants, les sourds-muets, mais ils font l'université. Ils obtiennent même des doctorats parce que les mesures pratiques existent. Donc la Constitution est l'œuvre de nos peuples congolais. C'est le peuple congolais qui a élu le président de la République. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le président de la République, sous cette Constitution, n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Non, il a les pouvoirs. Si vous prenez l'article 69, on vous dit le président de la République représente l'État, il représente la nation, il est le chef de l'État. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est un article vraiment terrible. Si le président de la République est lui-même une institution, supposons qu'il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Ça fait deux institutions parce que l'article, la Constitution vous donne la liste des institutions. Le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, les cours et tribunaux. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Mais prenez que lui est président de la République. Il a des problèmes avec l'institution gouvernement. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. Il a des problèmes avec l'Assemblée nationale, une autre institution. Qui va assurer l'arbitrage? Il assure par l'arbitrage le fonctionnement régulier des institutions. C'est le président de la République. Donc, je suis en train de dire qu'il n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes. Supposons qu'il a des problèmes avec l'institution Sénat. Lui, institution, il a des problèmes avec l'institution Sénat. Qui va assurer l'arbitrage? C'est terrible. Donc, je suis en train de dire qu'il a des pouvoirs réels, mais ces pouvoirs-là doivent être limités. Parce que nous sommes dans un système de séparation de pouvoirs. Notre peuple n'a pas, après avoir vécu des années de dictature, n'a pas voulu instituer une nouvelle dictature. C'est pourquoi nous sommes heureux que le président Félix Tshisekedi ait dit qu'il ne voudra pas que chacun, qu'on fasse de lui un dictateur. J'espère qu'il n'y aura pas nous autres professeurs demain pour inventer de nouvelles théories de Tshisekedi désir. Parce que ce président de la République est attaché à la Constitution et il va la respecter et il doit la respecter. Je crois qu'on découragera tous les universitaires et tous les constitutionnalistes du ventre. Il a un mandat de 2 ans, c'est ce mandat-là. Vous ne verrez pas un constitutionnaliste venir vous dire que le président Félix Tshisekedi, parce qu'il est en train de construire un pont à Bongandanga, on doit lui donner un 3e mandat. Il n'y en aura pas pour lui donner un 3e mandat. Parce que nous sommes sur base de cette constitution. Mais il a droit à un 2e mandat. Vous savez, ça, c'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas un accord, du reste, non endossé par leur parti politique, qui peut priver un président de la République de son droit de 2e mandat. Je ne sais pas, mais évidemment, certains d'entre nous ont vu les accords en question. Moi, je ne l'ai pas encore vu. Ce n'est pas un accord privé qui n'a même pas encore été endossé par vos partis respectifs qui va lier un président de la République et lui interdire d'exercer, de postuler pour un 2e mandat. Un accord ne peut pas prévaloir sur la Constitution. Parce qu'il y a souvent, on entend, mais pourquoi vous violez, vous êtes des juristes, vous ne respectez pas les accords. Un constitutionnaliste, cela lui est permis. Mais le président de la République, ce n'est pas un dictateur, il a des responsabilités. Il a beaucoup de pouvoirs qu'il doit exercer contre sein ministériel. Il a le droit de dissoudre l'Assemblée, par exemple. Évidemment, certaines conditions viennent après. Et puis, je ne vois pas pourquoi les gens doivent s'éterniser sur ce discours-là. Ou le Premier ministre de contre-saint. Mais qui vous a dit que le Premier ministre ne peut pas signer demain? Le Premier ministre, c'est un aîné, c'est un professeur des universités. Vous croyez que pour signer un document, il doit aller dans une ferme pour revenir avant de signer?
Non, il faut quand même qu'on respecte notre intégrité pour ceux des universités quand même. Nous sommes de loin, ces cadets. Vous croyez que le Premier ministre de tout temps, il doit venir chez vous à la ferme, vous conseiller? C'est tout le débat qu'il y a eu sur la nomination des hauts magistrats. Certains ont même dit non, ils n'étaient pas contresignés. Qui êtes-vous pour que le Premier ministre vienne vous consulter? Mais c'est du n'importe quoi. Et qui vous a dit qu'il ne signera pas demain? Qui vous a dit que demain il ne signera pas? Non. Dans tous les cas, dans ce débat-là, le président n'a pas dit qu'il va dissoudre aujourd'hui. Mais la politique est changeante. Mais le même Premier ministre, il peut signer demain. L'Assemblée nationale et le Sénat, on l'a dit à plusieurs reprises, il a le droit tout simplement de vous demander. Il n'est pas tenu de suivre. Cet avis-là n'est pas conforme. Il est obligatoire, mais il n'est pas conforme. Il n'est pas tenu de suivre votre avis. Mais comme je l'ai dit, le président est tenu à respecter la Constitution parce que, d'après l'article 74, il a prêté serment de respecter la Constitution de la République, de l'observer et de la défendre. Ce qui est intéressant, comme Madame la ministre l'a soutenu, c'est que depuis l'alternance, nous avons un président, enfin, un président qui respecte la Constitution. Nous n'avons pas un président, quand on parle de l'inanition de la nation, un président qui sourit alors qu'on menace la Constitution de son pays. Nous avons pour la première fois un président qui intervient. Et Madame la ministre l'a dit, vous amenez la liste, tant qu'il n'y a pas de personnes avec handicap, c'est le bic rouge, comme il a dit lui-même. C'est prévu dans la Constitution. Le droit à l'éducation, ça peut coûter ce que ça coûte, mais c'est un droit constitutionnel. Nous avons pour la première fois un président qui respecte la Constitution de la République. Le dernier témoignage, c'est lequel? Je n'étais pas dans le pays. Mais son parti qui organise une démonstration monstre au stade. Ils sont même en train de pleurer, ils veulent voir le président de la République en personne. Mais le président regarde aux articles 96, 97, 98, selon lesquels le président de la République n'a plus de fonction, de responsabilité dans un parti politique. Et le président refuse d'aller. Et son parti comprend. Je crois que tout le monde l'a suivi. Quel est ce président qui n'aurait pas voulu? Mais qu'est-ce qu'on a vu dans le passé? Un président qui reste l'autorité morale d'un parti politique. Ça, ce n'est pas un président de la République. C'est un chef de bande. Donc, il est tout simplement... Je crois, parlant un peu dans mon statut de prof d'université, ce président n'a pas besoin de flatteurs. Ce président n'a pas besoin de tambourinaires. Ce président n'a pas besoin de turiféraires. Vous voulez aider le président de la République? Les services là, on transmettra au ministre qui l'a représenté. Il faut aider le président de la République. Nous devons l'aider. Parce que vous savez, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt. Absolument. Il faut aider le président de la République à assumer son mandat. Il a dit le peuple d'abord, il faut l'assister dans ce domaine-là. Et c'est là que la justice doit jouer son rôle. Et c'est là que nous sommes heureux d'avoir dans la salle les plus hauts magistrats de la République. Parce que vous savez, d'après l'article 149, le peuple, la justice est rendue au nom du peuple congolais. Pas au nom d'un président. La justice n'est pas rendue au nom du président Félix Tshisekedi. Non, elle est rendue au nom du peuple congolais, mais ce sont les arrêts et jugements qui sont exécutés en son nom. La justice doit nous aider, parce que la justice seule élève une nation. Mais il y a trop de procès qui courent. On espère que les nouvelles autorités vont poursuivre cela. Le président s'est même déjà désengagé. Corruption, commission, rétrocommission, tous ces dossiers se trouvent devant la justice. Qu'est-ce qu'on demande que le président fasse? La justice doit faire son rôle. Le président a déjà libéré les dossiers, que la justice fasse son travail. Et le président, comme l'a dit, il va assurer son mandat. On doit l'aider parce que le pouvoir corrompt. Quand son terme va arriver, le président va se retirer parce que, comme on l'a toujours dit, il y a eu une vie après la présidence. Et le professeur Sambo répondait à une question ici sur la possibilité pour un président arrivé en deuxième mandat de se représenter pour une troisième fois. Lui, il a dit que c'est impossible.
Non, mais professeur Essambo. Le président qui a fait 2 mandats peut se représenter pour un 3e mandat. Mais une petite condition. Mourir et ressusciter le 3e jour. Mais cette constitution mérite d'être célébrée. Et c'est pourquoi quand le modérateur sera ici, peut-être, quand nous allons avant même le rafraîchissement, vous allez nous demander un peu de soulever cette constitution. Parce que nous sommes ici pour représenter la nation. Dans aucune autre place dans ce pays, on ne célèbre la constitution de la République. Sauf vous qui êtes ici. J'ai vu le programme dans nos provinces. Le ministre était là, heureusement. Mais même nos gouvernements ont oublié. Personne d'autre ne sait. C'est le jour de la Constitution qu'il faut célébrer. Elle est importante, mais nous devons la mettre en pratique. Vous savez, on a toujours dit ceci. Au lieu toujours de penser à changer la Constitution, il faut plutôt changer les hommes. Et je répète toujours la même chose. Quand les musulmans violent le Coran, ils vont pécher. Ils ne vous disent pas non, rentrons à la mosquée, changeons le Coran. Quand les catholiques vont pécher, ils viennent à l'église. Le cardinal ne va pas vous dire changeons la Bible. Non, c'est nous qui devons nous adapter. Mais effectivement, il y a des choses à changer, notamment le 2e tour, notamment cette histoire des langues, j'estime qu'elle doit être changée, notamment les mesures d'application, notamment les week-ends. Ce ne sont pas les 4 articles ou le 27 ou les 28 amendements, mais c'est l'application par le terrain, les juges. Ce sont eux qui donnent un sens. Et le peuple doit être vigilant. Parce que le peuple, autant qu'il a élu le président, mais le peuple va également s'opposer à l'exercice inconstitutionnel du pouvoir. Et le président de la République doit rester le serviteur du peuple congolais. Et nous sommes heureux que ce président de la République n'est pas venu au pouvoir pour se construire des fermes, ni des maisons, mais qu'il est venu pour servir le peuple d'abord. Voilà donc, Excellences, honorables, distingués invités. Et je crois que beaucoup de choses ont été dites par mes prédécesseurs. Je m'arrête là, je passe la parole au modérateur, tout en vous souhaitant en tout cas à chacune et à chacun d'entre vous, nous avons une fête à célébrer, c'est la fête de la Constitution, parce que sans cette Constitution, il n'y aurait pas d'alternance dans notre pays. Sans cette Constitution, il n'y aurait pas de fête. Sans cette Constitution, le président Félix Tshisekedi ne serait pas président de ce pays. C'est cette Constitution qui a permis l'alternance, qui a rendu l'alternance possible et que nous devons célébrer. Je vous remercie. Il a parlé très brièvement comme vraiment un professeur d'université. Il a parlé de cette Constitution en se posant des questions. Est-ce qu'elle est comprise? Mais je fais remarquer que son exposé s'adresse plutôt à, je dirais, à ses collègues professeurs d'université ou à certains praticiens du droit. Est-ce que cet exposé a tenu compte de ceux qui n'ont pas la capacité d'aller au-delà de la barre qu'il a placée là-bas? Donc, il faut que nous puissions rencontrer le peuple, rencontrer les amis dans leurs préoccupations. Deuxième chose, il y a un orateur qui a parlé de la Constitution qui va être vulgarisée. J'ai toujours fait le constat malheureux. Et certainement, vous autres aussi, vous le faites également, passer sur certaines artères de la capitale. Vous trouverez plein de véhicules, les gens autour des verres, jusqu'à des heures tardives en train de boire. Les professeurs d'université sont là. Combien de bibliothèques avons-nous? Combien de gens, des intellectuels qui quittent leur bureau pour aller s'instruire dans une bibliothèque donnée? Certains pays, tout petits pays comme le Guinée par exemple, organisent des bibliothèques ambulatoires où vous avez des enfants qui apprennent comment aller dans une bibliothèque pour s'informer. Mais chez nous, je ne connais plus la bibliothèque de l'université
de Kinshasa, à notre époque c'était l'Université nationale du Zaïre, où certains ouvrages, lorsque le professeur Madame Ngomba, qui est une condisciple, peut vous le dire, on vous renvoie dans une page donnée, vous allez dans une bibliothèque, vous trouverez que ces pages-là ont été déjà arrachées. Donc il y a un problème à faire à ce niveau-là. Le troisième point, c'est l'impunité. Je souscris à tout ce que le procureur général vient de dire ici, mais j'ajoute tout simplement que l'impunité est favorisée par les différentes immunités consacrées par nos lois. Vous avez les tout derniers de celui qui s'occupe de la gestion de la chose publique, que l'on ne peut pas poursuivre. Il faut des autorisations, il faut les lever d'immunité. Il faut combattre aussi cette façon de voir. Sinon, cette immunité n'aura pas de sens. Lorsque le procureur général ou d'autres magistrats vont poursuivre, ils ne peuvent pas violer les lois qui leur interdisent de ne pas poursuivre telle ou telle autre personne. La dernière chose, je voudrais revenir sur ce que les premiers intervenants ont dit, l'indépendance de la justice. Lorsque nous assistons à des colloques, à des conférences au niveau des hautes juridictions d'expression de la française dans plusieurs pays africains, européens ou même américains, on aborde ces sujets-là, l'indépendance de la justice. Et tous sont convenus à définir, à dire que l'indépendance du magistrat, l'indépendance de la justice, ce n'est pas un droit pour le magistrat, c'est plutôt une obligation pour lui de se faire esclave de la loi, d'interpréter la loi correctement, non seulement vis-à-vis de l'exécutif, du législatif, mais également au niveau de sa personne, de sa tribu et de tout celui qui peut être dans les filets de la loi. Lui ne voit que la loi. Lorsque le magistrat interprète correctement la loi, eh bien, c'est ça. On peut résoudre les problèmes de l'impunité s'il est accompagné par toutes les immunités qui sont consacrées par d'autres lois de notre République. J'ajoute tout simplement un dernier point, vous m'excusez. On a suggéré la révision de la Constitution, mais dernièrement, lorsque le président de la République a fait son discours sur l'état de la nation, il s'est prononcé clairement, mais qu'on ne lui propose pas qu'il revienne sur les dispositions constitutionnelles qui ont été bouclées. Bon, le chef de l'État l'a dit publiquement. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas respecter le chef de l'État lorsqu'il s'adresse ici à la nation? Va-t-on les contourner pour aller proposer d'autres modifications de la Constitution? Je salue le dernier orateur qui a parlé non pas des personnes, mais du respect de la Constitution, et le président de la République en est de ceux-là qui veulent que la Constitution soit respectée. Je vous remercie. Je disais à l'entrée de la salle, il est resté fidèle à la date du 18 février pour chaque année célébrer la Constitution. Donc, je m'en félicite. Alors, quant à la diffusion, à la vulgarisation, à la publication et aux bibliothèques, je voudrais rassurer le juge constitutionnel Pouboulou pour lui dire que la faculté de droit, justement, fait tout pour qu'il y ait la vulgarisation des textes. Et plus spécialement, nous avons à la faculté de droit l'antenne du journal officiel dans notre bibliothèque, ce qui permet que tous les textes de loi qui sont promulgués sont directement accessibles aux étudiants à partir de la bibliothèque de la faculté de droit. Donc nous avons une antenne où on vend tous les textes
Et la faculté de droit aussi renforce sa bibliothèque parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un processus de numérisation des ouvrages pour permettre non seulement qu'on ait des ouvrages sur le plan physique, mais qu'on puisse aussi demain les consulter d'une façon numérique. Donc je voudrais assurer tous les magistrats que leurs enfants sont bien formés à la faculté de droit. La Constitution. Comme si on donnait un chèque en blanc aux hommes, ça doit être accompagné des conditions. Si on veut faire quelque chose pour une femme, nous connaissons nos frères hommes. Deuxième appel à la conscience. On a parlé de l'impunité. Et je salue la présence de ceux qui rendent la justice dans cette salle. Vous savez que parfois on ne vous demande même pas grand-chose. Une fois j'ai suivi un petit enfant, 6 ou 8 ans, qui était violé. Alors on lui a posé la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre bourreau? Il a dit, il faut qu'on le tape. Tout simplement. Qu'on le tape. Et vous ne parvenez même pas à donner l'occasion au bourreau d'être tapé pour que la fille soit soulagée. On ne vous demande parfois pas grand-chose. Alors, c'est une façon de parler. Parole de cette fille-là, ça dit beaucoup. Qu'on tape seulement mon bourreau. Imaginez-vous, si le bourreau est là, on tape, cette fille, elle est très soulagée. Mais combien de gens vous laissez dans cette situation-là parce qu'il y a des interférences? Voilà ce qu'on appelle à votre conscience. Merci. Pour la femme. Je suis tout à fait d'accord avec son intervention et même ce qu'elle propose. Et je lui dis ceci, c'est le combat, c'est ça même l'essence du combat de la femme et des associations de femmes depuis toujours. C'est de voir le principe des quotas et de la parité être accompagné de mesures contraignantes. Parce que tant qu'il n'y a pas cette contrainte, on n'est pas sûr de leurs effectivités sur terrain. Mais je voudrais aussi intervenir parce que bien sûr c'est que le professeur Jean lui a dit, parce qu'il m'a cité, Madame la ministre, elle me prenait en réserve par rapport à ce qu'il a dit, concernant le mesure d'application que le membre du gouvernement n'aurait pas prise par rapport à leurs assignations. Je pense que c'était ça. Je voudrais ici lui dire que l'acte de nomination a toujours été suivi de mesures d'application, notamment les ordonnances fixant les attributions de ministères pour faciliter le fonctionnement. Et tout le ministère de ces gouvernements, tous les membres, je vais dire, de ces gouvernements ont été soumis à cet exercice. S'il veut de plus amples informations par rapport à cette question, il n'a qu'à se rapprocher de la primature et il va trouver le copie des termes de référence de chaque membre du gouvernement par rapport à ce qu'il pense par rapport à la mise en œuvre de ce qui lui avait été assigné comme rôle, comme fonction. Et je voudrais ici en profiter pour dire, en ce qui concerne mon portefeuille, je sais que ça a été quelque chose qui a entraîné beaucoup d'incompréhension parce que beaucoup avaient une idée de ces ministères comme étant quelque chose uniquement lié à l'humanitaire, au social. Et nous avons aidé dans le cadre de ces assignations, de ces mesures d'application pour expliquer qu'est-ce que nous entendons faire de ces ministères qui, pour nous, c'est un ministère des réformes. C'est un ministère qui est appelé à travailler sur les statuts de la personne au-delà des questions humanitaires, au-delà des questions sociales, mais qui doit s'attacher à tout autre domaine
domaines pour vous faire voir combien il est important que le principe ne laisser personne pour compte soit d'application dans tous les domaines du gouvernement. Et je pense que cela se retrouve, nous avons des copies au niveau de la primature et tout celui qui veut s'informer plus n'a qu'à se rapprocher de la primature et il aura ces copies-là, il pourra être bien informé. Je vous remercie. Un mot seulement sur les immunités et l'impunité. Je crois qu'il y a du vrai dans ce qui a été dit. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud où il n'y a pas d'immunité. Et en Afrique du Sud, on souhaite même que dans les prochains jours, vous ne pouvez pas être surpris que M. Jacob Zuma il peut être demain condamné. Ça, maintenant, c'est comme ancien président de la République. Mais déjà, quand il était président de la République, beaucoup de cas ont suivi les cas de la corruption de Zuma. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? La procureure qu'on appelle le public prosecutor, qui poursuivait Zuma quand il était en fonction, c'est une femme qui appartenait également à son propre parti, l'ANC, et même de sa propre tribu. Parce que chez nous, qu'est-ce qui arrive? Vous êtes haut magistrat, vous avez parfois des problèmes avec des gens qui sont de votre groupe ethnique, mais dans le cas de Zuma, l'affaire de la corruption, l'affaire qu'on appelait d'un Kandla, c'est une femme d'abord, donc les femmes savent être dures. C'est une femme ancienne de son propre parti politique, dont il ne fait pas de cadeaux, et une femme de son groupe ethnique. Combien de nos magistrats sont capables aujourd'hui, moralement, de poursuivre des personnes de leur parti, de parti auquel il appartenait, de leur groupe ethnique également? Bon, voilà ce qui s'est passé. Mais il faut aussi dire à nos hauts magistrats qu'il n'y a pas que l'impunité. Si vous prenez par exemple cette constitution, il y a des gens qui n'ont pas droit, qui n'ont pas d'immunité. Il faut peut-être commencer aussi avec eux, avec elles. Quand une personne entre au gouvernement, et Madame la ministre l'a fait, vous faites une déclaration du patrimoine. De vos biens, des biens de votre conjoint, de vos enfants même, vous faites une déclaration des biens. Et quand vous partez, vous quittez le pouvoir, vous faites également une déclaration pour dire, voir si vous n'êtes pas enrichi sans cause. Sinon, la Cour s'est saisie du dossier. Mais la plupart de nos gars qui sont en politique, des anciens premiers ministres, où est-ce qu'ils ont fait la déclaration de sortie? Mais monsieur le haut magistrat, ils n'ont plus d'immunité. Tous les anciens ministres des anciens gouvernements, ils n'ont pas fait de déclaration de biens. Quelqu'un qui est arrivé au pouvoir, qui n'avait pas de maison, ou actuellement qui a de plusieurs milliers de villas, il a eu des fonds où? Et là, il faut également parler de la corruption. On dit qu'au Congo, il y a vraiment, sur le plan immobilier, il y a un boom immobilier. Mais qui a un salaire qui lui permet de construire des villas à Kinshasa? On connaît les salaires des ministres, on connaît les salaires des députés, on connaît les salaires des généraux. Qui ont ce salaire-là? Il y a le problème de corruption, il y a le problème d'enrichissement, de blanchiment des capitaux illicites qu'il faudra poursuivre. Donc cela étant dit, je dois me lever pour remercier. Et je voudrais vraiment dire merci à tous les statuts depuis 9 heures jusqu'à ce moment. Et on a noté que les gens ne sont même pas partis. Nous sommes vraiment très reconnaissants à vous tous pour vous être déplacés, pour montrer l'intérêt que vous avez pour les activités de l'Institut et aussi pour l'amour que vous avez pour la Constitution. Peut-être avant d'aller... Puis j'ai demandé à chacun d'élever sa Constitution parce que c'était quand même l'anniversaire de la Constitution. Voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, nous n'étions pas ici pour parler d'un homme ou contre un homme. Nous étions soutenir. Je remercie les intervenants. Je remercie Monsieur le ministre, le président de la République, qui a eu à représenter le président de la République. Je sais qu'il y a d'autres conseils du président dans la salle. Je remercie Madame la ministre. Elle aussi parlera au président de la République. Le message qu'elle a entendu, elle transmettra aussi au président de la République. Excellence, merci beaucoup d'avoir consacré toute la journée. Je remercie mes collègues, Jean-Louis Sambo, et Georges Kapiamba, le professeur Ngoma Binda. Je remercie les honorables députés et sénateurs. Je remercie d'abord le procureur général de la République, le procureur général de la Cour constitutionnelle, celui près le Conseil d'État, les juges de la Cour constitutionnelle de nous avoir honorés et surtout du message d'espoir que vous avez donné à notre peuple. Je remercie les collègues professeurs, les doctorants, les chefs de travaux, les assistants
Je remercie mes collaborateurs de l'IDGPA qui continuent à travailler avec nous pour promouvoir la Constitution. Je remercie Israël Moutala, le patron de 7 sur 7, qui a remplacé avec brio un autre membre de l'IDGPA, c'est Christian Bossembe, qui n'est pas là. Merci beaucoup, Israël, de vous être dérangé. Nous présentons nos excuses. Il y a sûrement des personnalités que je n'ai pas pu reconnaître. Le prof Ngondanko, il n'était pas là quand j'ai présenté le prof. Merci d'être venu. Il y a d'autres collègues, des députés qui sont venus. Nous vous présentons toutes nos excuses si on ne vous a pas reconnu. Le prof Boissa, merci d'être venu. Donc, je vous remercie très sincèrement. Quel est le message que nous laissons à notre peuple? La Constitution, le peuple et le président de la République. Nous disons ceci. C'est le peuple qui est l'agent principal de l'alternance. Ce n'est pas un individu. Le président Félix Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, il a son mot d'ordre, le peuple d'abord. Mais ce président ne peut pas réussir sans l'appui de tout un peuple. Il est sous la voie de l'alternance. Nous devons soutenir le président de la République. Et ce soutien n'est pas comme sous l'ancien régime avec des flatteries. Il n'a pas besoin des flatteurs. Il a besoin des conseils, il a besoin qu'on le soutienne pour qu'il puisse réaliser son objectif qui est de servir le peuple d'abord. Donc, tout en renouvelant mes remerciements au président de la République qui s'est fait représenter ici, en disant merci à chacun d'entre vous, je vais donc vous inviter pour que nous puissions nous mettre debout, entonner l'hymne national, et après cela, je crois, il y aura un rafraîchissement. Le protocole va vous guider, il y a un petit rien. S'il vous plaît, ne partez pas. Son offrande, longtemps courbé, ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau que citoyen, entonné, fièrement, saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons. Ta jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'hiver, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Si on peut demander aux autorités qui sont dans les premières rangées